Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Mingui, la chef du restaurant Vacarme qu'elle a ouvert avec son ami Damien Crémois en 2019, rue des Bons Français dans le quartier Bouffay à Nantes. Alors autant vous dire que j'avais très envie d'en savoir plus sur le parcours et le quotidien de cette jeune chef de 25 ans quand même, dont la cuisine créative et audacieuse fait l'unanimité, et pas qu'à Nantes, puisque la France entière l'a découverte dans la dernière saison de l'émission Top Chef sur M6. Dans cet épisode, Sarah nous raconte avec humilité son parcours et l'origine de son amour de la cuisine. Ensemble, on a parlé de Top Chef, bien entendu, du jour où elle a décidé de participer à l'émission jusqu'à son arrivée en finale. Et puis on a également pris le temps d'échanger sur Vacarme, sur les raisons du succès de cette joyeuse cave à manger décontractée, qui est très vite devenue une adresse nantaise incontournable. Bien dans ses baskets, en phase avec son temps, talentueuse et d'un naturel qui la rend tellement attachante, j'ai adoré rencontrer Sarah et discuter avec elle autour d'un petit thé, donc j'espère que vous apprécierez cet épisode. Juste une précision, j'ai enregistré cet épisode avant la diffusion de la finale de Top Chef, donc je ne connaissais pas les résultats au moment de l'enregistrement. Allez, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Hello Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à nous raconter ton histoire au micro de Rayonnante. Je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Alors on se trouve dans le restaurant que tu as monté en 2018 avec Damien, ton ami, qui cartonne à Nantes. Mais Sarah aussi, on te connaît parce que tu brilles dans la dernière saison de Top Chef. Alors comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens bien, heureuse. J'ai reçu plein de messages adorables, donc je peux pas être la plus heureuse. Alors raconte-nous comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette aventure ? Du coup, j'ai reçu un message pendant le premier confinement sur Instagram qui me disait que voilà, il m'avait potentiellement repéré. Et après, au début, j'avoue que je voulais pas du tout faire de la télé, c'était pas du tout mon truc. Et en fait, la famille, les amis m'ont dit ce serait quand même débile de pas tenter, de pas y aller. Et donc, je leur ai dit ok, mais de toute façon, je serai pas prise. Donc, je veux bien, mais je vais vous montrer que j'avais raison. Et en fait, j'avais tort. Voilà. Et alors, ce qui est dingue, ce que je trouve trop génial, c'est qu'en fait, tout au long de cette saison, on t'a vu évoluer, on t'a vu passer de quelqu'un qui gagnait en confiance, on doit vraiment te révéler, tu vois, au fur et à mesure des épisodes. Limite, on se demandait si tu pensais au départ aller aussi loin. Ce qui est clairement pas le cas. Effectivement, moi, déjà, le fait d'être prise, pour moi, c'était déjà un grand. Et donc, je m'étais dit, si tu fais 4 épisodes, c'est cool, Sarah, franchement, ça va. Voilà, tu pourras rentrer à la maison tranquillement, quoi. Et effectivement, du coup, je pense que le fait aussi de prendre confiance, c'est ce qui m'a permis d'avoir des nouveaux départs à chaque fois, en fait. Parce que toute la compétition, c'était des montagnes russes, pour moi. Avec des grosses baisses, des grosses montées de morale, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de rebondir à chaque fois et voilà, et de savoir un peu se remettre en question, en fait, tout simplement, je pense. Ouais, ce qui t'a permis d'évoluer et d'aller aussi loin, quoi. Ouais. Et toi, c'était quoi justement ton ambition ? Ouais, tu disais en participant à cette émission, c'était vraiment de faire tes 4 premiers épisodes. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, ça a évolué ou pas ? Je dirais que je me suis carrément laissée porter par la compétition. Il y a ce truc-là qui, je pense, est vrai. Je pense que moi, j'ai fait un peu au jour le jour. Et ça aide pas mal parce que du coup, on stresse moins sur ce qui va se passer après, ce qui s'est passé hier. Ouais. On vit vraiment le moment et voilà. Ouais. Et est-ce que tu as une épreuve favorite ? Je dirais que j'ai eu des épreuves horreur, où vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, merde. Comme Pardon lesquelles ? pour les gros mots, j'en dis beaucoup trop. Et laquelle, je te dirais, celle des triples cuissons pour Alexandre Madia, je me suis dit mon Dieu, mais pourquoi pourquoi. Et sinon, épreuve géniale, il y en a eu plusieurs. La guerre des restos, c'est incroyable à vivre, c'est unique en fait. Donc ça, c'est génial. Et puis, je pourrais dire, voilà, travailler dans la forêt. Moi, ce serait mon rêve en fait, d'avoir un restaurant à ciel ouvert. Et ça a été quoi ta plus grande fierté pendant l'émission ? Je sais pas, je suis pas quelqu'un de très fier. C'est pas dans ma nature. Donc je dirais pas fierté, je dirais que voilà, j'étais contente de voir que finalement je combats un petit peu encore et j'ai réussi à vaincre un petit peu ce syndrome de l'imposteur qui me colle un peu à la peau. Voilà, ça a créé quelques petits déclics, quoi. On sent pas un esprit de compétition entre vous, au contraire, je trouve qu'on vous voit vachement dans l'entraide, on vous sent proche à la fois entre candidats mais aussi avec les chefs. On était une belle bande de copains.
clairement. Et les chefs sont quand même hyper... Enfin, ils sont là, ils font des blagues toute la journée, quoi. Enfin, en plus de ça, eux aussi, c'est une bande de copains. Donc ils se charrient, ils vont boire des coups, voilà quoi, comme nous. Ouais. Et t'as des petites anecdotes justement à nous raconter sur le tournage? Non, je sais même pas le droit si j'ai le droit de, je sais même pas si j'ai le droit de tout raconter, mais non, j'aurais pas d'anecdote. Ah si, j'en ai une. Une anecdote. Quand on était du coup en forêt, ça a fini par les chefs se battaient avec des culs de poule sur la tête en s'envoyant des pommes de pin. C'était n'importe quoi. Énorme, ce qu'on voit pas du tout au montage. Et toi, est-ce que tu sens déjà que ça t'a apporté quelque chose, à la fois pour toi à titre personnel, on en a déjà un peu parlé, mais surtout qu'est-ce que ça a changé ou ça va changer pour Vacarme, le restaurant que tu as à Nantes? Pour le moment, vu qu'on n'a pas encore ouvert et qu'on attend le 9 juin, on n'a pas vu beaucoup de changements vis-à-vis du restaurant. Après, on a beaucoup de réservations. On sent que les gens sont motivés, ont envie de venir goûter la cuisine qu'on fait à Vacarme. Puis voilà, c'est cool. Enfin, voilà. Après, c'est un peu étrange. On n'est pas forcément habitué à la notoriété qu'on peut avoir dans la rue quand on nous reconnaît ou des choses comme ça. C'est bizarre. On va revenir un petit peu sur toi, Sarah, parce que du coup, à travers Top Chef, on a aussi découvert ta cuisine, bien entendu, que je qualifierais, tu vois, de créative, de contemporaine, parce qu'elle est plus ouverte sur le monde, plus végétale, plus verte. Si on revient à l'origine, est-ce que tu pourrais nous raconter d'où vient cette passion pour la cuisine? Difficile cette question parce que je pense que il y avait un truc un peu, je pense quand j'étais petite, de moments un peu femme, pour dire la vérité. Voilà, c'était ma mère, ma grand-mère, ma sœur, on écossait les petits pois pendant des heures et puis on parlait de la pluie et du beau temps. Je pense que c'était un bon début. Et puis finalement, c'est peut-être tout simplement l'amour du produit. Moi, j'ai toujours passé mon temps quand on partait en Bretagne, en vacances, avec mes parents ou ailleurs, beaucoup en Bretagne. On allait dans les marchés. On allait faire le marché presque tous les jours. Avec ma grand-mère, j'allais faire le marché. Et je pense qu'il y a eu un truc, du coup, toujours baigné dans cette ambiance, avec ces produits, avec les saisons. Enfin, voilà. Je pense que j'ai toujours aimé la nature et la nature m'a fait arriver, je pense, à la cuisine. Ouais, il y a un côté un peu transmission. Tu parles de ta grand-mère qui t'emmenait faire les marchés. Ouais, alors pas forcément. J'ai pas des grands cuisiniers dans ma famille. Ah oui? Pour dire la vérité. Ma mère cuisinait pas du tout. On achetait du Picard. Voilà. Mon père non plus. Il faisait une pizza par an. Il était hyper fier. Donc mes grands-parents un peu plus, c'est vrai. Mes grands-mères. Mais ça m'a marqué, mais c'est pas ce qui, voilà, c'est pas forcément la cuisine de mes grands-mères qui a déclenché, je pense ça. Ouais, t'as pas baigné dans cet univers-là et ouais. Non, c'était plus le fait d'aller par exemple dans le jardin, aller cueillir des framboises. Ces genres de moments-là où en fait on fait la connexion de, en fait que ce qu'il y a dans la nature, on le mange, on l'utilise, on peut le transformer. Et en fait, il y a un vrai plaisir, je pense, d'enfance. Et justement, à quel moment, du coup, c'est devenu une telle passion que tu t'es dit, je vais en faire mon métier? En cours de philo, j'écoutais pas trop mes cours de philo et je faisais beaucoup. En fait, j'avais des potes qui me faisaient une sorte de jeu et je devais créer des plats sur des thèmes et donc, en fait, j'arrêtais pas de faire ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais je prends tellement de plaisir à créer des plats juste dans ma tête, à imaginer les goûts. Je me suis dit, bon, il faut que je teste un truc. Et après le bac, du coup, j'ai fait un bac général à l'histoire des arts. Et je me suis dit, j'adore la cuisine. Est-ce que je me lance, sachant que ma famille n'est pas dans le monde de la restauration? J'ai un peu hésité. Je me suis dit, écoute, on va tester l'une des meilleures écoles de Paris. Et puis si je suis prise, c'est que c'est le destin. Et j'étais prise, donc voilà. Donc là, tu es en train de me dire que tu as fait un coup de poker en présentant qu'une seule école et que tu as été prise? C'est beau. Mais alors, pourquoi celle-ci en particulier? Alors, l'école Ferrandi, parce que c'était celle qui était le plus réputée. C'est quand même une très très bonne école avec des très bons profs. Et après, je pense que c'était surtout, vu que j'en testais qu'une seule, je me suis dit, prends la meilleure des meilleures, comme ça, le coup du destin aura encore plus de sens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais pour rentrer dans l'école, tu fais quoi? Tu fais les épreuves pratiques? Ouais, alors non, pas pratique. Parce que là, pour le coup, j'arrive en mise à niveau, diplômante en CAP. Personne n'a fait de la cuisine avant. D'accord. Par contre, on a des questionnaires de culture G, de culture bouffe.
Genre, dans quelle région de France on mange une confiture de cerises noires avec un fromage de brebis, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. Ce genre de questions. Ah oui, c'est marrant. Ouais, donc un peu de culture G, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est une école qui dure 3 ans, c'est ça? Alors ça dépend, il y a plusieurs cursus différents à l'intérieur de cette école. Moi, effectivement, j'ai fait 3 ans là-bas, enfin 2 ans et demi, puisque je n'ai pas fini mon BTS. Mais voilà. Et pourquoi tu l'as pas fini? Parce que le BTS, c'est très particulier. On fait de la gestion... du service, j'étais dans une alternance qui me plaisait pas du tout et je faisais plus trop de cuisine. Ah ouais. Donc ça m'a un peu découragée. Ouais. Donc j'ai décidé de partir. Voilà. Mais je fais beaucoup de choses sur des coups de tête. Et après, parfois, je regrette, mais bon, c'est comme ça. Parce que là, t'es partie pour faire quoi alors? Alors, je suis partie en me disant... C'est un peu étrange, hein, mais c'était une période de ma vie où j'étais un peu perdue. Et en fait, je suis partie en me disant, j'étais assez bonne en littérature, en art, c'est des choses qui me plaisent énormément. Je me suis dit, pourquoi pas aller sur quelque chose peut-être de moins manuel. Et donc j'ai été prise à la Sorbonne en lettres édition pour faire, pourquoi pas, je me suis dit plus tard, édition dans le monde de la gastronomie, voilà, écrire des bouquins, éditer des bouquins... C'est quelque chose qui m'a toujours plu aussi. Je suis une fanat de bouquins de cuisine, j'en achète 15 par jour. Donc voilà. Mais en fait, j'ai tenu 3 mois. Le fait d'être assise et de ne rien faire, je disais, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas. Et donc je suis partie travailler directement après dans des bistrots parisiens. Donc t'as jamais réintégré Ferrandi derrière? Non. T'as jamais fini ton... Ouais. Non. Je pense qu'ils m'auraient pas repris. Ouais. Ils ont dû se dire, oula, non, mais attends. Mais c'est un choix, tu disais, de temps en temps, je regrette ce genre de choix. C'est un choix que t'as regretté? Ouais, c'est un choix que j'ai regretté. Ouais. Pourquoi? J'ai regretté parce que c'était vraiment... je sais pas, un coup de tête d'ado presque un peu trop jeune qui croit... Enfin voilà, c'était une mauvaise décision en fait parce que c'est un peu une perte de temps. Alors j'aurais pu finir mon BTS et aujourd'hui avoir la totalité de l'enseignement qu'on a commencé à me donner. Donc ouais, je regrette un peu, c'est un peu débile quoi. Et alors après cette expérience, tu débutes dans des cafés parisiens. Est-ce que tu pourrais rapidement nous retracer ton parcours jusqu'à ton arrivée à Nantes? Donc après avoir quitté le BTS et quitté le truc d'édition, je suis partie du coup travailler dans différents bistrots parisiens. Beaucoup de bistrots un peu plus à l'ancienne, voilà, que dans le 10e arrondissement. Et ensuite, je suis partie en Amérique du Sud pendant 6 mois. Pour faire un petit tour, voilà, histoire de m'intéresser à une autre culture et à une autre gastronomie. Et ensuite, en revenant, j'ai travaillé chez Olibelli, qui était donc un truc de brunch, entre guillemets, mais tout est fait maison, tout est génial. Je crois que je suis restée 1 an et demi, et voilà. Et ensuite, je suis partie au Marie-Céleste. Et là, pareil, je suis restée 1 an et j'ai gravi les échelons assez rapidement. Et puis après, on est parti à Nantes, parce que du coup, Damien voulait ouvrir un restaurant. Moi, je lui ai dit, moi, je suis pas prête maintenant, mais lui voulait quand même ouvrir un restaurant. Et puis, il voulait le faire à Nantes, parce qu'il avait fait ses études ici, qu'il vient d'à côté. Voilà. Paris, c'était un peu trop plein de restos, et à Nantes, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est ça qui est génial. Ouais, donc le choix de venir s'installer à Nantes, c'est plutôt Damien qui l'a porté ce choix et toi tu l'as suivi. Et tu t'es laissé tenter parce que tu t'es dit, il y a plein de choses à faire et pourquoi pas? Ouais. Et puis c'était un peu une nouvelle aventure. Après être partie en Amérique du Sud, je me suis dit, bah Paris, je connais Paris. J'aimerais bien bouger. Après Nantes, forcément, il y a j'ai une partie de ma famille qui est nantaise. Alors je suis jamais... j'ai pas de maison à Nantes, j'ai pas de truc, pas du tout. Mon grand-père m'a toujours parlé de Nantes. Voilà, c'était un Nantais pure souche. Donc je pense qu'il y avait un truc aussi de venir à Nantes. Ça avait aussi un sens pour moi, quoi. Et en arrivant à Nantes, vous avez tout de suite monté Vacarme? Alors j'ai fait pas mal de petits trucs. En arrivant, je cherchais un endroit où je me sentais bien. Et après, j'ai eu la chance d'être rappelée par Bérangère qui tient le Café Beko et qui est une chef géniale, qui est toujours une amie proche aujourd'hui. Voilà. Bien, et alors quand est-ce que tu as quitté le Café Beko pour monter Vacarme? Bah écoute, on a ouvert en juillet 2019 et j'ai quitté Beko en mars 2019. C'était important pour vous, pour toi, pour Damien, d'ouvrir votre propre resto? Je pense que oui, parce qu'au bout d'un moment, t'as travaillé pour beaucoup de gens différents. T'as emmagasiné beaucoup de choses et puis t'as juste envie de pouvoir créer le tien et faire un peu à ta manière, quoi. Ouais.
Donc je pense que oui, puis c'est un gros challenge d'ouvrir un restaurant. Et puis on s'attendait pas à ça, hein. Au début on se dit ouais c'est cool, on va ouvrir un resto, mais en fait on sait pas tout ce qu'il y a derrière de gestion, de management. C'est pas des choses qu'on apprend finalement, enfin que j'aurais peut-être appris si j'avais fini mon BTS, mais bon. On y revient. Mais voilà. Que là tu dis management, vous êtes combien à travailler chez Vacarme? Peu, mais c'est déjà c'est pas compliqué, mais il y a quand même voilà des choses à apprendre. On est combien? On est maintenant 3 en cuisine et 2 en salle. Et tout de suite, vous avez trouvé cet emplacement-là? Ouais, ça a été assez rapide. En fait, vu qu'on traînait beaucoup à côté à Monsieur Machin et au Kafka, et que c'est des copains, j'avoue que très vite, on s'est dit qu'on voulait bien être dans ce quartier-là, le bas de Bouffay, plutôt de Cré, qui est un quartier qui est cool, où il y a vraiment une ambiance de village. Et on s'y sent bien, tous les commerçants sont hyper cool. Donc voilà. Et tu te souviens du premier jour de l'ouverture de Vacarme? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, si tu te souviens. Je m'en souviens pas, je crois. Je sais que j'étais hyper stressée. Je me souviens des premières assiettes. Et quand je les revois, je me dis, ouais, bon, il y avait encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot, tu me diras. J'espère que ça va continuer à évoluer. Mais non, je sais que le début a été compliqué. Parce que travailler en couple, c'est pas facile. Même si on s'était rencontrés au travail à Olibelli. Mais bon, entre la cuisine et la salle, tout le monde, enfin les restaurateurs, savent bien que parfois il y a des petits couacs. Mais après, ça s'est mis en route. Voilà, il fallait passer les premiers mois qui étaient, je pense, très stressants pour tout le monde. Voilà, se faire à notre nouveau poste de patron, entre guillemets, si on peut dire ça, au moins, en tout cas, de gérant, quoi. Ouais. Et est-ce que tout de suite, le succès a été au rendez-vous ou pas? Non. 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 Le soir, si. Le soir, ça a tout de suite très bien marché. Mais le midi, c'était un peu coup-ci, coup-ça. Après, voilà, on a un petit bistrot de quartier. Donc, voilà. Le soir, c'est vrai qu'on a vite bien marché parce qu'on a... Personne trop à Nantes ne faisait des petites assiettes à partager, travailler. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des planches, on est vraiment sur des trucs un peu plus rock'n'roll, avec du vin nature. Ça n'existait pas à Nantes à ce moment-là. Donc je pense que ça a fait du bien à une partie voilà, des trentenaires, quarantenaires. Et voilà, je pense que voilà, ça a fait écho en tout cas. Ouais. Et alors, raconte-nous d'où vient ce nom Vacarme. Ça a été quoi votre inspiration? Alors, à la base, on voulait s'appeler Voyou. Mais quelqu'un à Nancy nous a dit qu'on n'avait pas le droit parce qu'il s'appelait déjà Voyou. Bon. Et on s'est dit, on veut un truc un peu... comment te dire? Bah, dans la même trempe que Voyou, quoi. Un truc qui marque, un truc qui casse les codes un petit peu, voilà, comme un voyou pourrait le faire, qui sort un peu des limites, quoi. Et Vacarme, ça nous est venu et on a fait vite le rapprochement aussi vis-à-vis du quartier, voilà. La rue des Carmes, les Carmélites, ça fait écho à l'histoire de Nantes et à l'histoire du quartier, donc... Ouais, et bah, il est trop bien trouvé ce nom, hein. Puis on le retient bien. Et alors justement, on va parler un peu du style de ton restaurant, qui a un esprit très franco-scandinave, avec une devanture qui est sobre, élégante, une déco épurée. Est-ce que c'est ce style que j'imagine que oui, hein, mais que vous souhaitiez donner à ce resto, et qu'est-ce qui vous a là encore inspiré? Par rapport au look, je sais pas, je te dirais que finalement ça a été très Damien. Donc Damien qui est franco-finlandais. Et ça a été très, très lui, voilà, c'est lui qui a voulu mettre ces petits trucs un peu terrazzo. Moi, je l'ai plutôt suivi. C'est vrai que j'étais plus sur la cuisine et ça reflète bien, je pense, l'esprit qu'on a et la cuisine qu'on fait également. Tu parlais de challenges qui étaient nombreux. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer, tu vois, depuis le début de cette histoire? Et qui peut être encore difficile aujourd'hui, d'ailleurs. Bah, je dirais que c'est la fatigue. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Bon, c'est le métier, mais c'est vrai que quand c'est ton restaurant, bah, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances, puis tu es là constamment. Donc il y a un truc un peu, au début, c'est bien, puis après on se dit quand même, attends, je suis là depuis 7h du mat, il va être minuit et demi, et c'est rebelote comme ça tous les jours, et même quand t'es off, on t'appelle. Bon, voilà, il y a un truc un petit peu parfois où t'as du mal à respirer parce que ça prend beaucoup de place dans une vie, mais c'est normal, c'est comme un bébé. C'est réellement notre bébé et qu'on essaye de faire grandir pour qu'un jour il soit un peu plus indépendant. Parce que tu travaillais quoi là, 6 jours sur 7?
Non, non, 5 sur 7, 5 heureusement. sur 7. Ouais. Putain, c'est quand même un rythme de dingue. Hein. Bravo, parce que c'est hyper courageux. Ouais, c'est vrai que c'est un rythme de dingue. Mais bon, c'est comme ça, c'est les débuts. On sait qu'il faut pas les passer par là et que ça ira mieux dans quelques années. Et qu'est-ce qui a été, justement, si tu avais un conseil, tu vois, à donner à des gens qui souhaitent se lancer demain dans le monde de la restauration à Nantes ou ailleurs, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? Je sais pas, je dirais que ce qui serait bien, c'est de faire des trucs osés. Ouais. C'est d'oser se démarquer, oser inventer et réinventer un métier qui a besoin, je pense, de changer sous toutes les formes, si tu veux, ce serait bien qu'on puisse embaucher tous plus pour faire moins d'heures et donc faire mieux notre travail. Ce serait bien de je sais pas moi, de faire de nouveaux concepts qu'on n'a jamais vus ici. Voilà, faire bouger les choses. Moi, c'est tout ce que j'attends, de découvrir des trucs et que les gens me mettre des claques et que je me dise putain c'est une super idée ça. Ça me fait penser à une autre question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses qu'avec toute cette crise sanitaire, tout ce qu'on vient de vivre, il y a des choses qui vont être remises en question dans le monde de la restauration, il y a des choses qui vont évoluer, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, moi ça me fait un peu peur, je t'avoue. Ah ouais ? Ouais, quand j'ai entendu dire qu'il y avait plus de 120 000 personnes qui ont quitté le monde de la restauration, est-ce qu'ils vont y revenir ? Parce que déjà c'était un milieu quand même avec beaucoup de turnover, peu de gens peu de gens restaient finalement dans un restaurant. C'est normal parce qu'il y a des restaurants qui traitent mal aussi leurs employés, il faut bien les payer, les considérer, voilà, c'est pas parce que c'est la restauration qu'on doit être traité comme de la merde, qu'on doit ne pas compter ses heures pour un salarié, c'est pas normal. Donc voilà, j'espère juste que on a quand même, je sais pas, la prochaine génération va quand même rester dans ce monde-là parce qu'on a besoin, nous, de gens qualifiés. Voilà, c'est peut-être ça qui me fait un peu peur, moi. Ouais, plus sur la main-d'œuvre, sur. Ouais. Totalement. Et si je reviens sur Vacarme, en fait Vacarme, donc je le disais en intro, c'est un restaurant qui cartonne à Nantes, on en entend souvent parler. Qu'est-ce que tu penses, quelles sont les raisons de succès ? Je sais pas, je crois qu'on a du bon vin. ça sert à fidéliser. Je dirais que voilà, notre. Je sais pas, il y a un truc un peu décomplexé à Vacarme. Tu viens, tu manges si tu as envie de manger. Tu prends des trucs à la fois, entre guillemets, rassurants ou des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire où on s'est vraiment amusé et on n'a pas vraiment de limites et on est complètement décomplexé et je pense que les gens qui viennent à Vacarme, et je l'espère, se sentent à l'aise aussi de l'être en fait. Ouais. Et justement, on va parler de ta cuisine. En fait, quand je lisais des articles en préparant l'interview, elle était souvent qualifiée de brute, de contemporaine, de créative. Moi, je trouve qu'avec Top Chef, on l'a quand même découverte très végétale, très verte. Comment est-ce que toi, tu la définirais ? Oula, très question très difficile. Je sais pas. J'aime bien le côté brut, mine de rien, parce que c'est vrai, je vais droit au but et avec peu de chichi, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à faire la cuisine, si tu veux. Et puis, forcément, effectivement, végétal, parce que, oui, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me fascine le plus, la cueillette, le rapport à la nature, comme on en parlait tout à l'heure, finalement. Et qu'est-ce qui t'a amené vers une cuisine si végétale ? T'as toujours cuisiné de cette façon-là ou il y a une évolution Il y a une grande évolution, je pense. Ouais. Je pense que, comme toute chose, au début, on a tendance à refaire un petit peu, entre guillemets, ce qu'on nous a appris. Et puis, au bout d'un moment, il y a un déclic. Et moi, je pense que j'ai eu un déclic sur plusieurs choses. Ça va être d'abord, effectivement, le végétal, où, en fait, j'ai fait ce rapprochement aussi avec le plaisir que j'avais quand j'étais petite. Et tout ça, finalement, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Parce qu'après, parfois, quand on voit des grands chefs, on se pose des questions. Et moi, c'est quoi ? Moi, qui je suis ? Et, au lieu d'essayer de regarder ce que font les autres, il faut s'intéresser à voilà, comment est-ce que moi, je vais pouvoir me développer ma personnalité dans la cuisine et m'exprimer. Donc voilà. Et puis le côté populaire, je dirais que je suis très inspirée par le populaire, à la fois la street food, à la fois les plats de bistrot. Pour moi, il faut s'ancrer dans le populaire pour pouvoir ensuite l'utiliser et casser les codes, c'est-à-dire l'utiliser pour ensuite comment dire, j'ai du mal à expliquer, mais oui, il faut l'utiliser pour ensuite le modifier, le transformer, et qu'en fait, quand tu arrives, tu vois une assiette d'œufs mayo, tu crois que c'est des œufs mayo classiques, et en fait, pas du tout. Je pense que c'est important. Enfin, moi, en tout cas, c'est des choses qui me parlent.
Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire justement? Où est-ce que tu puisses ton inspiration? Dans les bouquins, j'ai beaucoup de bouquins. Beaucoup. Et je dirais que j'ai beaucoup de vieux bouquins de grand-mère. Tu vois, là, qu'est-ce qu'on a là-haut? La bonne cuisine française, là-bas, de Marie-Claude Bisson. C'est un bouquin, je pense, des années 80. Et je trouve ça génial. Parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on a complètement oubliés, qui sont extrêmement ringards. Et la question, c'est pourquoi pas le réutiliser? Pourquoi pas le remettre au goût du jour? Ou alors s'inspirer de telle ou telle chose? Voilà, je pense que c'est principalement ça qui, pour le moment, me fait kiffer. Et ensuite, forcément, les saisons et la cueillette et la découverte de plantes sauvages, ça c'est génial. Et la question piège, est-ce qu'il y a des chefs qui t'inspirent? Énormément. Énormément, je dirais que moi, celui qui m'a réellement inspiré dès le départ, je dirais que c'est Magnus Nilsson, qu'on peut voir d'ailleurs sur Chef's Table, et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Incroyable, voilà, c'est un chef qui travaille, qui a très peu de saisons pour vraiment avoir des produits frais, parce que lui, il est dans le nord de la Suède, donc il a 3 mois, quoi, tu vois, si tu veux. Et le reste, du coup, il est obligé de conserver. Donc conserver dans de l'alcool, dans des sirops, en déshydratant. Et ça, c'est passionnant parce que c'est des trucs qu'on a oubliés, qu'on utilisait, qu'on faisait avant, que les familles faisaient à la fin de l'été. Tout le monde était dehors, prenait les tomates et puis faisait des bocaux. C'est des choses qu'on a complètement oubliées et qui sont hyper intéressantes parce que c'est des goûts aussi. Donc la fermentation, c'est des trucs qui n'existent plus parce qu'on est dans une époque de je prends, je jette. Alors qu'à l'époque, on gardait pour économiser et on marchait beaucoup plus finalement avec cette histoire de saison. Voilà. Ouais, peut-être qu'on va revenir à une cuisine comme ça en fait maintenant. Je pense qu'on y revient déjà. Ouais. En tout cas, ça se voit chez beaucoup de chefs modernes, moins de la vieille école, mais ça revient énormément. Il y a un aliment qui te parle plus que d'autres, pas Oh là, ça c'est compliqué. Non, je dirais que j'en ai pas trop. J'aime tout, sans exception. Et c'est vraiment une question de lubie. Moi, j'ai des lubies. Je vais être là, oh là, my god, trop bien. Il y a du sureau, on va faire du sureau partout. Les fraises sont incroyables, on va faire de la fraise partout. C'est vraiment des lubies. Ouais. Et alors justement, raconte-nous comment ça se passe entre le moment où tu as une idée de recette et le moment où elle arrive sur la carte de Vacarme. Tu vois, est-ce qu'il se passe beaucoup de temps, beaucoup d'étapes? Comment ça se passe? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui n'arrivent jamais à la carte. Ah ouais? Ouais. J'ai tendance à... Voilà, j'aime beaucoup créer et c'est la partie de mon travail que je préfère. Donc, entre les deux, je t'avoue, ça va vraiment dépendre. Vacarme, mine de rien, me laisse pas non plus toutes les opportunités pour. Parce que c'est pas, entre guillemets, c'est pas le restaurant de Sarah Mingui, c'est Vacarme. Et Vacarme, c'est un concept. Donc, c'est un concept qui est simple, qui est accessible, qui est proche, qui est une cuisine de bistrot. Donc, je peux pas me permettre non plus, même si parfois j'ai plein d'idées sur d'autres trucs, je peux pas les faire ici. Parce que c'est pas la place, c'est pas l'endroit. Voilà, donc c'est pour ça que l'idée, c'est d'ouvrir un deuxième pour pouvoir me permettre de créer encore plus loin. Et ouais, votre ambition, c'est d'ouvrir un deuxième restaurant? Oui, ouais. Si tout va bien, voilà. Ici à Nantes? Ouais, bien sûr, on va pas quitter Nantes. Ah, trop bien pour nous. Si je reste justement sur l'univers culinaire, est-ce qu'il y a une personne chez qui tu rêverais d'être invité à dîner? C'est compliqué. Je pourrais t'en donner des 1000 et des 100. On va aller au plus simple, hein. René Redzepi, Noma à Copenhague, ouais. Grave. S'il t'entend. Ouais, c'est ça. René, si tu m'entends. J'ai découvert en t'écoutant parler que tu avais fait que t'adorais les livres, que t'adorais les livres culinaires, que t'avais à un moment voulu te lancer là-dedans. Et j'ai une question d'un des auditeurs de Rayonnante qui était de savoir quand est-ce que tu éditais ton propre livre de recettes. Et donc je me suis dit que j'allais te la poser. Ça tombe bien. Ce serait génial. Moi, c'est un rêve de gosse, mais vraiment un rêve de gosse. Donc... Écoute, on verra. J'ai eu quelques petites approches. On va voir comment ça va se passer. J'aimerais bien faire un truc. J'aimerais bien faire un truc qui me ressemble. J'ai pas envie de faire la va-vite. Quitte à attendre plus longtemps, si vraiment ça me correspond pas. Voilà, je pense que j'ai envie de faire un truc de qualité. Pourquoi pas axé sur la cueillette. Pourquoi pas. Voilà. Pas uniquement des recettes? Ouais, pas uniquement des recettes. Je pense que ça peut être intéressant pourquoi pas de parler de la cueillette, de la fermentation, de la conservation en général.
Et des recettes vis-à-vis de ça, on verra. Bon, après, voilà, chaque chose en son temps, je pense que... Voilà. Dis-moi, donc vous avez ouvert Vacarme quelques mois avant la pandémie, malheureusement. Raconte-nous un peu comment vous avez vécu ça de l'intérieur, tu vois, comment est-ce que vous avez fait pour vous réorganiser? Pendant la pandémie, du coup, on a fait pas mal de petits trucs. On a fait des tapas nocturnes, qui étaient donc vraiment l'idée de Vacarme le soir, donc petite assiette à partager, qu'on vendait du coup en coffret avec une bouteille de vin ou deux, voilà, en fonction. Donc ça, c'était sympa, c'était cool. En tout cas, ça nous a amusés. Et ensuite, on a fait des sandwichs parce que du coup, les tapas nocturnes nous demandaient énormément de boulot parce qu'on voulait peu d'emballage. Donc, on avait des pots consignés en verre, etc. Donc, ça demande un investissement déjà de base. Et puis ensuite, énormément de boulot parce que c'est du détail, quoi. Il faut tout emballer, il faut tout mettre dans les pots. Ça demande beaucoup de travail. En tout cas, pas quelque chose auquel on est habitué parce que nous, on a tendance à mettre dans une assiette et envoyer en salle, quoi. Et l'assiette revient après. Bon, la différence, elle est grande. Et puis, on a fait des sandwichs. Vacarme Sandwich Club. C'était cool, ça aussi. Mais pareil, finalement, on a fait des trucs qui nous amusaient parce qu'on savait très bien que de toute manière, on pouvait pas gagner notre vie avec ça. Ça allait pas nous aider financièrement. Mais au moins, ça nous aidait à rester vivants, à se revoir, à revoir l'équipe, quoi. À travailler ensemble, beaucoup plus décontracté, à la cool, et puis voir la clientèle. Voilà. On va s'intéresser un petit peu plus à Nantes. Toi qui as monté donc ton premier resto à Nantes, qu'est-ce que tu apprécies dans le fait d'être ici? Eh ben, on en parlait tout à l'heure en off. Je pense que les Nantais, ils jouent pour beaucoup. Il y a un truc simple et très amical et une ambiance, surtout dans le quartier dans lequel on est, qui fait qu'on s'est senti à la maison très vite. On s'est pas beaucoup posé la question finalement. Ça s'est fait très rapidement et les gens sont tellement bienveillants et chaleureux à Nantes que voilà. En tout cas, ceux qu'on a rencontrés. Ouais. Et puis vous êtes bien implantés parce que mine de rien, il y a un petit écosystème food ici qui est quand même très riche, quoi. Alors, tu as été élu parmi les 3 restaurants coup de pouce de l'année 2021 par le guide des tables de Nantes. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, écoute, je t'avoue, j'étais très contente, hyper contente parce que c'était, j'étais en train de tourner Top Chef d'ailleurs quand j'ai su ça. Et hyper heureuse, c'est mon premier prix, enfin si on peut appeler ça comme ça, première récompense entre guillemets. Donc en tant que chef, surtout en tant que cuisinière, c'est une première reconnaissance. Génial. Ouais, c'est clair. Non, ça m'a beaucoup touchée. Tu as eu aussi des expériences pro à Paris. Je me demandais comment est-ce que tu qualifierais ta clientèle nantaise. Est-ce que tu observes des vraies différences entre la clientèle parisienne et la clientèle nantaise? Oui. Après, l'un n'est pas plus... Enfin, voilà, les Nantais, il faut savoir qu'il y a une légende dans le monde de la restauration qui dit que avant d'ouvrir un restaurant ailleurs en France, on vient de le tester à Nantes et que si les Nantais appréciaient le concept, tu pouvais réussir partout. Parce qu'on dit que la clientèle nantaise est sûrement la plus compliquée à... Ah oui, c'est étonnant, la plus exigeante, quoi. Exactement, la plus exigeante. Ouais. Ah, je savais pas, tu vois. Ouais, c'est la légende. Donc quand on est arrivé, on s'est dit merde, c'est peut-être pas la bonne ville. Après, des différences réelles, pas tant que ça. Faudrait demander à Damien, parce que c'est vrai que moi je suis en cuisine. Je me terre, tu vois, derrière. Donc faudrait demander à Damien. Et toi, qu'est-ce que tu apprécies à titre perso dans cette ville? Je sais pas, je crois qu'il y a une ambiance. Il y a différentes choses. Le fait que la culture, l'art soit hyper présent. Voilà, le voyage à Nantes, ça fait beaucoup, je pense, pour la ville. Mais je trouve qu'à Nantes, voilà, les gens en parlent, discutent, débattent. C'est vivant, c'est une ville qui est vivante, c'est une ville qui est à taille humaine. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est à taille humaine. Forcément, je pense qu'on s'y sent bien. En tout cas, moi, c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et est-ce que tu as une table favorite à Nantes? Alors, j'en ai beaucoup. Et en plus, j'ai fait un petit tour. Là, j'ai eu le temps, entre la réouverture, d'aller voir quelques copains. La Mandale, c'est forcément un restaurant que j'adore. Hier, j'étais à l'Aménité, tu vois, c'était génial. Mais je pourrais t'en dire plein. Beko, c'est une super table aussi. En fait, je pourrais même te dire des commerces. J'ai envie de te dire les bottes, c'est génial. La maison Arlo Cheng pour le pain, c'est génial. Voilà. Moi, j'ai des copains là qui viennent d'ouvrir Pain Bar sur l'île. Je pense que ça va être incroyable. Eh ben, merci Sarah, bonne journée. Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. J'espère que notre discussion avec Sarah vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. On serait ravis de vous lire. Pour suivre l'actualité de Rayonnante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du podcast. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Raphaël Griffon, le joaillier à la tête de la bijouterie Griffon.